Bienvenue sur le plateau de Parole d'élu. Nous recevons aujourd'hui le président départemental du parti présidentiel Renaissance, Éloane Cuny. Bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. On vous avait reçu il y a un peu moins d'un an ici même. Vous avez 20 ans aujourd'hui. Il s'est passé donc un an depuis votre prise de la direction de ce parti présidentiel. Quel état des lieux faites-vous ? Eh bien, on est en train de maintenir déjà nos adhérents et on a réussi à se développer sur le territoire. L'année dernière, quand je suis venu sur votre plateau, j'avais expliqué que notre ambition... Mailler le Ouais. territoire. Ouais. Voilà, l'idée était de mailler. Aujourd'hui, on revendique 3 comités sur l'ensemble du département. Un quatrième est en voie de création qui couvre chacun une circonscription. Donc on a une autonomie qui est en train de se former pour ces comités, des comités qui connaissent extrêmement bien leur terrain et qui ont toute légitimité à représenter la majorité présidentielle sur le terrain et notamment à travers les élections européennes. Ça représente combien d'adhérents Alors, on est toujours sur la centaine d'adhérents que l'on avait l'année dernière. Et puis, bien sûr, des sympathisants toujours. Et il ne faut pas oublier que l'acte d'adhésion à un parti politique est un acte important et que certaines personnes sont encore assez intimidées par cette adhésion. Donc, on a aussi la possibilité de s'appuyer sur des sympathisants qui sont beaucoup plus nombreux. Et au niveau des jeunes, on sait que beaucoup de jeunes se tournent vers le Rassemblement national qui a des adhérents en nombre aujourd'hui. Est-ce qu'un jeune macroniste comme vous, aujourd'hui, arrive à convaincre sa tranche d'âge que le gouvernement actuel est peut-être la bonne solution ? Oui, alors la mobilisation de la jeunesse dans les partis, on va dire, plus ou moins d'extrême, a toujours été constatée. Mais on voit aussi qu'à l'heure actuelle, les jeunes avec Macron, donc le mouvement de jeunesse de Renaissance, est le premier mouvement de jeunesse politique en France, avec plus de 30 000 adhérents. Le département des Vosges compte effectivement sa section également avec de nouveaux adhérents de manière régulière. Et effectivement, on a encore aujourd'hui des jeunes qui cherchent aussi une position modérée, qui essayent de trouver des solutions pragmatiques, que ce soit pour leur territoire ou que ce soit sur le plan national, et qui aujourd'hui rejoignent des partis plus modérés comme Renaissance et les Jeunes avec Macron. Avec un parti au pouvoir qui essuie les foudres sur beaucoup de dossiers. On va en parler évidemment maintenant. Nous sommes en pleine campagne pour les élections européennes. Avant de nous projeter un petit peu avec les sondages, on va voir ce que ça donnait en 2019. Regardez de ce tableau. Il faut se souvenir quand même que Jordan Bardella, peut-être que beaucoup de gens n'ont plus en tête, avait gagné ces élections d'une courte tête face à Nathalie Loiseau, qui était la candidate du parti présidentiel. Aujourd'hui, les sondeurs s'accordent à donner un écart abyssal de 15 à 17 points entre le Rassemblement national, toujours mené par Jordan Bardella et votre candidate dont on va parler dans un instant. Qu'est-ce qui s'est passé en 5 ans ? Eh bien, écoutez, la question, les européennes ont toujours été le duplicata, on va dire, de débats nationaux. Et effectivement, l'écart, la dualité qui ressort sur le plan national entre le bloc central de la majorité présidentielle et le Rassemblement national se reporte aussi sur ces élections européennes. C'est quelque chose qu'on peut regretter. On est sur des élections qui sont un enjeu tout à fait différent et où, effectivement, on se retrouve avec un Rassemblement national qui n'a qu'à la bouche des enjeux nationaux à demander la dissolution de l'Assemblée nationale. Et donc, effectivement, ils arrivent à capter aujourd'hui un vote contestataire assez important contre le gouvernement. Et c'est ce qui aujourd'hui... Alors, c'est pas propre à la France, vous êtes en train de me dire effectivement que c'est une élection nationale de mi-mandat, mais c'est vrai que c'est aussi le problème peut-être de l'Europe aujourd'hui, c'est qu'on a le sentiment vraiment que ce sont des élections nationales. Déjà, on n'est pas parvenu à ce qu'avait évoqué Emmanuel Macron, c'est-à-dire avoir des listes transnationales. C'est peut-être ça le problème générique, non ? Alors, on a déjà maintenant des listes nationales. On a fusionné les circonscriptions qui étaient intranationales en des listes nationales. Oui, mais l'idée, c'était bien d'avoir des listes transnationales, avec des Italiens, des Polonais. Mais de toute façon, même si c'est extrêmement symbolique d'avoir des listes communes, et peut-être que les prochaines élections donneront lieu à des listes transnationales. De toute façon, toutes les listes sont déjà fléchées vers des groupes donc au Parlement européen. On sait très bien que le Rassemblement national sera dans le groupe ID, que la liste Besoin d'Europe sera aussi dans ce groupe Renew, le groupe qui était le groupe charnière, parce que c'est aussi ça qu'il faut rappeler à travers cette campagne, ce sont des bilans. Certes, Jordan Bardella a remporté les élections en 2019 d'une courte tête, mais son bilan est aujourd'hui bien mince, alors qu'aujourd'hui, en tout cas la liste qui était portée par Nathalie Loiseau en 2019 a réussi à occuper une place extrêmement importante dans ce groupe charnière qui est Renew Europe.
Mais on et qui a n'arrive pas à permis... le concrétiser sur les intentions de vote. Alors là, Oui, oui, on va oui, voir votre tête de liste, Valérie bien sûr. Ayé, en photo. Est-ce que son déficit de notoriété plombe clairement cette campagne? Bah, Est-ce que ça peut se résumer un peu à ça? Bah, écoutez, non, je pense pas. De toute façon, sur des élections européennes, il faut des profils européens. Il y a que le Rassemblement national qui, effectivement, avec Jordan Bardella, a repris vraiment une grande tête d'affiche nationale pour ces enjeux. Là, on a, avec Valérie Ayé, une personne extrêmement compétente, une personne qui a montré qu'elle a été à la tâche de 2019 à aujourd'hui. Elle a présidé ce groupe charnière. Il ne faut pas oublier qu'aucune majorité n'était possible au Parlement européen sans le groupe Renew Europe, que ce soit le PPE ou que ce soit le groupe socialiste. Donc on a toujours été cette composante qui a permis d'avoir des majorités et qui a permis à l'Union européenne d'avancer, y compris dans les crises. Et il faut rendre aussi à Valérie Ayé son rôle charnière dans l'obtention du plan de relance européen, qui est une initiative unique, un endettement européen massif, et qui a été piloté en grande partie par Valérie Ayé, qui représentait le groupe Renew à ce moment-là. Donc il faut lui rendre ça. Effectivement, aujourd'hui, on a un déficit de notoriété. On essaye de la présenter sur le terrain et généralement, les personnes n'ont pas d'a priori sur elle, ce qui est une bonne chose. Il reste un mois Il pour reste le un mois, faire. bien sûr, mais on voit seulement un sondage ce matin expliquer que maintenant les Français commençaient à s'intéresser de plus en plus. Effectivement, ces dernières semaines, parler d'Europe sur le terrain a été compliqué. Donc pour vous, la campagne commence seulement maintenant? C'est ce qu'on entend Elle va s'intensifier. La campagne, pour nous, a commencé dès la nomination de Valérie Ayé, dès qu'il a fallu aller la présenter sur le terrain. On a fait du terrain. Et effectivement, le retour qu'on a eu, c'est que les gens n'avaient pas la tête à ça. Le mois de mai va être un mois charnière aussi, encore une fois, pour cette campagne. Les Vosgiennes et les Vosgiens, les Français plus largement, auront la tête de plus en plus à ces élections. Et c'est à ce moment-là, en tout cas, c'est ce moment crucial qu'on va saisir. Alors une campagne, c'est un débat, on a l'impression que ça manque beaucoup, il y en a déjà eu quelques-uns avec Jordan Bardella du RN qui a boycotté certains débats, vous le regrettez évidemment, j'imagine. On le regrette, ça donne un peu la pression, c'est ce qu'il dit en off Coquelicot TV, enfin de mépriser aussi les médias qui ont un rôle extrêmement important dans cette campagne, la confrontation d'idées, quand on a déjà une Union européenne qui n'attire pas forcément les foules, qui peut paraître parfois un peu distante, et lorsque l'on donne l'opportunité à des têtes de liste de débattre de ces enjeux-là et que celui qui est crédité du plus haut score dans les sondages ne participe pas, effectivement, c'est un très mauvais signal qu'il envoie à ses électeurs. Et Valérie Ayé essaye de participer au maximum de débats et c'est quelque chose c'est respecter aussi les électeurs qui y assistent. Alors on sort il y a quelques jours du président Macron qui a donc tenu ce discours de la Sorbonne 2 auprès des ambassadeurs des 26 autres pays de l'UE et devant le gouvernement au grand complet. Il a parlé d'une Europe mortelle, c'est ce que les médias nationaux ont retenu en priorité, au sens où elle pourrait disparaître de par ses propres insuffisances ou par des causes extérieures. Est-ce que la dramatisation comme celle-là peut mobiliser? Est-ce que c'était le but? C'est un état des lieux qui est assez juste, pour le coup. Donc effectivement, ce discours était en dehors, on va dire, de cette campagne des européennes, puisqu'il s'agissait effectivement de la position de la France sur l'agenda stratégique européen. Pour les opposants, c'était clairement une entrée en campagne. Vous ne partagez pas, j'imagine, ce point de vue? Non, du tout. Enfin, il ne faut pas oublier que Emmanuel Macron est président de la République, qui représente la France, que ce discours s'inscrit dans la droite ligne, effectivement, du discours de la Sorbonne du premier, qui était un discours extrêmement ambitieux. Là, aujourd'hui, c'est la position de la France, effectivement, la France tire la sonnette d'alarme, alors à la veille, certes, d'élections européennes, mais aussi dans un contexte global qui est assez préoccupant et qui place aujourd'hui l'Union européenne dans une position très délicate, avec à la fois cette menace à l'Est que représente le conflit en Ukraine, avec aussi une pression économique des géants chinois et américains qui aujourd'hui appellent à un sursaut européen. Et effectivement, il faudra que les électeurs le 9 juin fassent aussi les bons choix, parce que quand on voit que dans les 6 pays fondateurs de l'Union européenne, on en a 4 où l'extrême droite et intentions de vote. Et donc effectivement, il faut qu'il y ait un sursaut, parce que si on se retrouve aujourd'hui avec une majorité extrême droite au Parlement européen, l'Union européenne va être remise en cause sur ses fondements et on va perdre cette aubaine qu'est l'Union européenne. Alors plus que jamais, ça a toujours existé évidemment cette dichotomie, mais on voit bien les deux ambitions des deux camps, entre guillemets, c'est-à-dire vous êtes dans une logique fédéraliste avec une Europe qui aille beaucoup plus loin, beaucoup plus fort, notamment sur la défense, qui est un chevaux de bataille d'Emmanuel Macron, et puis cette Europe des nations que défend aujourd'hui le RN, qui était contre l'Europe, mais aujourd'hui est plutôt pour une Europe à minima. Vous pensez que la population est sensible à ce débat-là ?
Oui, parce que c'est un débat aussi qui va conditionner la politique européenne sur les prochaines années et savoir bah, qu'est-ce qu'on fait. Est-ce Ça qu'on paraît avance encore obscur, plus? c'était ma question, ça paraît souvent un peu absconce pour la population, dire bon voilà, on parle Oui, mais d'Europe, pas. quelle Europe et Oui, puis ce sentiment européen qui n'existe toujours pas quand même, hein. il y a un sentiment européen, je pense, mais il y a un manque de lisibilité de l'Union européenne. Alors, ça s'explique par beaucoup de choses, par une complexité peut-être dans le fonctionnement de l'Union européenne, aussi par un manque de couverture médiatique. Donc, on a l'impression que l'électorat se réveille un petit peu à chaque fois aux élections en se disant, bah voilà, qu'est-ce que c'est que cette Union européenne? Donc, effectivement, il y a un débat de fond qui est nécessaire sur quel avenir, enfin, quelle Europe nous souhaitons demain, une Europe plus fédéraliste qui est promue. Pardon, je vous coupe, mais qui aille peut-être aussi plus vite. On le voit avec les États-Unis. Vous Oui, parliez de l'Ukraine tout à l'heure. Les États-Unis, en quelques jours, allez, on débloque 61 milliards. Là, on voit bien oui. qu'au niveau européen, c'est très très compliqué et beaucoup trop Oui, long. oui, l'Union européenne a quand même montré sa réactivité et a quand même compressé un certain nombre de ses délais Mais pour pouvoir venir. n'a pas su occuper la place vide laissée par les États-Unis pendant cette période, Bah, clairement. mais qui la prend de surcroît, puisque avec l'instabilité au niveau, enfin, pas l'instabilité, mais surtout l'incertitude au niveau américain, l'Union européenne reste le premier partenaire de l'Ukraine dans ce conflit. Donc on réagit aussi rapidement qu'on peut le faire et que les textes nous le permettent. Mais effectivement, il y a aussi ce débat, savoir est-ce qu'on simplifie, est-ce qu'on fédéralise un peu plus sur certaines compétences, et c'est un débat qu'il faut avoir. C'est un débat qu'il faut avoir, et je trouve l'image d'ailleurs que le président de la République avait prise pour illustrer un petit peu la position de la copropriété ou un peu promue par le Rassemblement national, où on se dit bon bah on va se désolidariser un petit peu de nos obligations et puis bon on va céder un petit peu, mais au final tout s'effondre. Et donc c'est un Frexit qui ne dit pas son nom qui est Allez, proposé. il nous reste trois petites minutes. On va parler un petit peu d'environnement, qui est quand même un Bien peu sûr. le parent pauvre des conversations en ce moment. Le quinquennat sera écologique ou ne sera pas, hein. Je cite évidemment Emmanuel Macron. Aujourd'hui, on a quand même le sentiment qu'il y a eu des mots et très peu d'actes. Il est écologique ce mandat. Il est écologique et À encore vous aujourd'hui. trouver, hein. Bah, en tout cas, effectivement, peut-être que pour certains, nous n'allons pas assez vite. Et effectivement, c'est un sujet majeur sur lequel on est attendu au tournant et on met certainement il faut qu'on aille encore plus vite et encore plus loin. Mais on a des résultats. On a encore en 2023 5% de réduction des gaz à effet de serre pour la France, qui se traduit enfin, avec d'un côté la remise en question des mobilités, avec aussi un accompagnement des industries de telle sorte à ce qu'elles polluent moins. Donc il y a des programmes qui sont mis en place Mais à une l'heure actuelle. transition qui ne va pas très vite, mais un glyphosate dont la vie va être poursuivie, même si la France avait cette Oui, position, hein, mais elle n'a pas oui, été entendue au niveau oui, européen. voilà, mais après, ça ne nous empêche pas encore en France de prendre des positions plus ambitieuses en matière environnementale, et c'est tout, c'est Ça tout n'a à pas été le l'honneur. cas avec le plan proposé après la grogne des agriculteurs, hein. On recule par rapport à ça, il faut être tout à Bah, fait clair. c'est pas forcément qu'on recule, c'est qu'on est pragmatique, on voit bien qu'il y a aussi des enjeux qui ne sont pas contraires, mais qui ont des intérêts différents, et où effectivement il faut qu'on réussisse à accorder tout ça. Mais non, l'écologie est au cœur des préoccupations de la majorité présidentielle, et de nombreux programmes sont en place, et on ne perd pas du tout le cap sur ces questions-là. Allez, 2 minutes. L'après Emmanuel Macron, je vous avais déjà posé la question l'année dernière. Oui, Est-ce oui. qu'on y voit un petit peu plus clair? Est-ce que la personnalité de Gabriel Attal, qui est arrivée, par exemple, peut permettre d'y voir plus clair? Ah bah, on s'est félicité d'ailleurs de l'arrivée de Gabriel Attal. Renaissance Vosges avait communiqué beaucoup lors de sa nomination. C'est le nouveau souffle qu'on attendait sur ce mandat. C'est une nouvelle méthode, c'est une nouvelle manière d'appréhender les choses. C'est effectivement aujourd'hui une personnalité qui compte, qui effectivement attire les projecteurs pour 2027. À l'heure actuelle, bon, on ne sait pas, rien n'a été décidé, et puis de toute façon, il est encore bien trop tôt pour pouvoir prendre une décision, mais effectivement, on a plusieurs personnalités qui commencent à apparaître. Alors Gabriel Attal qui parle beaucoup d'autorité, d'ordre, des discours un peu droitiers, c'est la ligne aujourd'hui ou c'est les circonstances qui l'imposent? Écoutez, non, mais c'est qu'il y a une demande de la part de la population sur ces questions-là, et je pense notamment aux opérations Place Net qui sont en train de se développer. Les Vosges Dont dans les ont fait Vosges, oui, l'objet, bien sûr, dont à dans les Saint-Dié, Vosges ouais. à Saint-Dié. Je ne crois pas que ce soit un débat de savoir si c'est des sujets droitiers ou non. Lorsque vous avez des familles qui vous expliquent qu'ils n'arrivent plus à vivre correctement parce que la boule au ventre en permanence, et qu'on arrive avec ces opérations Place Net, les gens qui en bénéficient ne se posent pas la question de savoir est-ce que c'est une politique de droite ou est-ce que c'est une politique pragmatique, et donc on répond de manière pragmatique aussi à ces enjeux-là.
Toute dernière question, vous êtes devenu conseiller municipal à Rambervillers, élu sur la liste de la maire Claude Bourdon, donc, qui a été élu ce dimanche. On va voir quelques images. Vous êtes même adjoint, hein, je crois. Oui. Quelle délégation d'ailleurs? Alors les délégations n'ont pas encore été données, les arrêtés vont arriver, mais ça devrait être le périmètre du patrimoine, de la culture et de la mémoire. En quelques mots, quel souffle vous entendez donner, alors derrière Claude Bourdon qu'on recevra ici dans quelques mois, mais quel souffle vous entendez redonner à cette municipalité? Écoutez, il y a déjà un score extrêmement important qui a été donné par les urnes, plus de 1043 voix pour la liste de Claude Bourdon. Les Rambuvetais attendent beaucoup de changements, une autre méthode Période très troublée évidemment. Hein. de fonctionnement. Effectivement, on ne va pas revenir sur les circonstances qui ont présidé à l'organisation de ces élections, mais en tout cas, on a de nombreux chantiers sur la table et de nombreuses priorités, et Claude Bourdon saura faire prioriser en tout cas les grands projets, les grands programmes pour Rambervillers. Le président départemental de Renaissance 88, Éloane Cunier, était notre invité. Merci beaucoup. On se Merci retrouve pour ce qui nous concerne la semaine prochaine avec une insoumise. Ça sera Martine Lafrogne. Très bonne semaine à toutes et à tous. Merci de votre attention.